Salut à tous. Nous sommes le mercredi 11 février 2026 et notre cher ami, notre frère Scott Ritter, est avec nous. Bienvenue Mike. Thanks for having me. Merci de m'avoir invité. Et pour commencer, Scott, nous savons que Netanyahou est à Washington. Il a parlé avec Donald Trump et il va continuer à discuter et à négocier, poussant l'administration Trump vers, je ne sais pas si on peut appeler cela une nouvelle guerre, un nouveau conflit, ou simplement une escalade au Moyen-Orient. Mais avant d'en arriver là, beaucoup de nos auditeurs devraient comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'échiquier politique. Vous savez, je parle des médias traditionnels, comment ils présentent la situation, le conflit entre les deux parties. Voici ce qui a été dit sur Fox News, Scott. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos alliés israéliens et nous en avons vu les résultats lors de la guerre de 12 jours l'année dernière, quand les Iraniens étaient complètement sans défense face aux Américains et aux Israéliens. Et ils le sont toujours, et ils le savent. Donc vous savez, avec l'Abraham Lincoln dans la région, le George H.W. Bush qui s'en approche et tous les systèmes Patriot et THAAD supplémentaires que nous avons déployés, nous sommes vraiment prêts à tout. Ensuite, c'est un peu aux Iraniens de décider. Le président leur parle aussi. Il a un accord à leur proposer. Pas d'armes nucléaires, pas de soutien aux terroristes et une réduction des missiles. S'il l'accepte, très bien. S'il ne l'accepte pas, alors il est prêt. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à toucher plus de monde. Scott, tu sais, quand il s'agit de revenir sur la guerre de 12 jours, à mon avis, si quelque chose se produisait maintenant, les deux parties, leur principal atout, leur point fort, serait leur puissance offensive, pas leur puissance défensive. Des deux côtés, on observe une certaine fragilité à se défendre contre l'offensive, que ce soit en matière d'avions de chasse ou de missiles. Quelle est ta compréhension de la situation actuelle entre les deux? Well, first of all, Israel didn't win the 12-day war. Tout d'abord, Israël n'a pas remporté la guerre de 12 jours. Israël a lancé une attaque surprise très en utilisant la diplomatie américaine comme couverture. C'était censé être le coup décisif, le coup de grâce d'Israël, mais cela n'a pas fonctionné. En plus de la puissance aérienne déployée, ils ont également mené d'importantes opérations secrètes avec des drones. Un vaste réseau de drones contrôlé par des agents qui ont infligé de lourds dégâts aux cibles iraniennes. Le gouvernement iranien a pu se rétablir très rapidement, reprendre le contrôle non seulement des affaires politiques intérieures, mais aussi de son armée, remettre les forces militaires en état de marche et lancer presque immédiatement des opérations de contre-offensive contre Israël, qui se sont poursuivies tout au long du conflit. That were sustained throughout the totality of the conflict. By the time the war Au moment où la guerre toucha à sa fin, les missiles iraniens étaient capables de frapper n'importe quelle cible en Israël qu'ils souhaitaient. Et les Iraniens le prouvent chaque jour. Les Israéliens, en revanche, certains disent que ce n'était pas une guerre défensive. Je suis presque sûr que vous en avez entendu parler lorsque vous étiez en Iran, à l'époque où l'armée de l'air iranienne volait encore. Vers la fin de la guerre, ils engageaient des avions israéliens avec leurs radars. Ils obtenaient un verrouillage radar, ce qui obligeait les avions israéliens à interrompre leur attaque. Ainsi, la capacité d'Israël à frapper l'Iran s'est considérablement dégradée, tandis que la capacité de l'Iran à frapper Israël ne cessait de croître. C'est pourquoi Israël a supplié Donald Trump de l'impliquer dans le conflit. Et ils l'ont fait. Donc dès le départ, l'analyse est fondamentalement erronée. L'Iran a été touché. Bien sûr, n'importe qui le serait. Je veux dire, allez dormir la nuit et laissez une autre nation vous frapper de toutes ses forces. Et voyez comment vous vous sentez.
Mais regardez aussi les mains de Benjamin Netanyahou vers la fin de la guerre de 12 jours. Il tremble en réalisant ce qui arrive à Israël et qu'il n'y a aucune défense. 2 porte-avions. Maintenant, l'Abraham Lincoln et le George W. Bush sont des porte-avions modernes. Mais je veux rappeler aux gens que pendant la guerre du Golfe, l'opération Tempête du désert, nous avions déployé 6 groupes aéronavals pour affronter l'Irak. L'Irak fait un quart de la taille de l'Iran. L'Irak disposait de 19 lanceurs de missiles mobiles. Nous n'avons pas pu en détruire un seul, même avec 6 porte-avions et des milliers d'avions de l'armée de l'air déployés dans la région. L'Irak n'a jamais menacé les bases aériennes d'où nous décollions, ni les porte-avions depuis lesquels nous lancions nos avions. C'est une situation totalement différente de celle à laquelle les États-Unis seraient confrontés s'ils s'en prenaient à l'Iran. Chaque base aérienne ayant lancé des avions contre l'Iran serait frappée et les porte-avions seraient traqués. Que l'Iran soit ou non capable de réellement les couler est une toute autre question. Mais l'idée de simplement rester là, à percer des trous dans l'océan, à lancer et récupérer des avions sans aucune crainte, c'est absurde. Nous n'avons pas assez d'avions. L'Iran en a. Nous n'avons même pas pu empêcher 19 lanceurs de tirer 48-49 missiles sur Israël. L'Iran lancera des centaines de missiles par jour sur Israël et il n'y a rien qu'Israël puisse faire pour les arrêter. C'est une illusion. Croire que la pression ou quoi que ce soit d'autre changera cela. Et je vais insister sur ce point toute la journée. D'accord? D'accord. Il n'existe pas de diplomatie lorsqu'on parle des États-Unis et de l'Iran. C'est une ruse. Il n'y a pas de solution diplomatique acceptable pour les États-Unis autre qu'un changement de régime. Je le répète pour que tout le monde comprenne bien, il n'y a pas de solution diplomatique acceptable pour les États-Unis autre qu'un changement de régime. La politique des États-Unis envers l'Iran, envers la République islamique, est la même que celle d'Israël. La République islamique est maléfique et doit disparaître. Fin de l'histoire. Les gens doivent prêter attention aux détails. 50% de l'équipe de négociation américaine, en réalité 100%, sont sionistes, pro-Israël. Steve Witkoff, Jared Kushner. D'accord? Autant avoir Netanyahou assis à la table, c'est la même chose. Il rencontre Netanyahou en ce moment même. Tous les sionistes de l'administration américaine se réunissent avec Netanyahou parce que c'est une grande cabale sioniste. Changement de régime, changement de régime, changement de régime. Jared Kushner, qui est censé être là pour dire « Écoutez, mon père est sérieux, nous pourrions éviter une guerre », est allé négocier avec l'Iran après avoir rencontré des figures de l'opposition iranienne aux États-Unis pour former un nouveau gouvernement. Il est en train de former un nouveau gouvernement pendant que nous parlons, car la politique, c'est le changement de régime, pas la coexistence pacifique. Il n'y a aucun accord possible avec les États-Unis. Absolument aucun. Et je pense que l'Iran le sait. L'Iran fait semblant de mener une diplomatie en ce moment, mais vous savez, il veut simplement faire comprendre autre chose aux États-Unis. L'Iran doit se débarrasser de ses missiles, surtout de ceux qui peuvent frapper Israël. Si l'Iran se débarrassait de ses missiles, en particulier de ceux capables de frapper Israël, il n'y aurait plus d'Iran aujourd'hui. Il n'existerait plus. La seule chose qui permet à l'Iran de continuer à exister, ce sont les missiles qu'il possède et qui peuvent atteindre Israël. C'est à quel point c'est stupide. Je veux dire, je sais que certaines personnes doivent être diplomates. Moi non. Alors je vais le dire franchement, si vous êtes iranien et que vous croyez à ce que disent les États-Unis, vous êtes stupide. Et je m'excuse si je vous insulte, mais vous êtes stupide. Et si vous faites partie du gouvernement, vous devriez probablement en être expulsé. Très bien.
Si vous êtes ministre des Affaires étrangères et que vous pensez pouvoir conclure un accord, démissionnez. Si vous êtes président et que vous pensez que les États-Unis respecteront leur engagement, démissionnez. Parce que nous ne le ferons pas. Nous voulons détruire l'Iran. Nous voulons renverser la théocratie au pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas de plan B. L'histoire du nucléaire n'est qu'un prétexte. Nous savons, regardez, Tulsi Gabbard l'a dit, nous savons que l'Iran ne produit pas d'armes nucléaires. Nous le savons. Et nous savons que quoi qu'ils aient fait avec cet uranium enrichi à 60%, ils ne le font plus aujourd'hui, parce que nous avons frappé suffisamment d'installations, nous avons causé assez de dégâts pour perturber ces processus. Mais l'Iran ne poursuit pas cela. Nima Al-Khorshid l'a clairement dit. Nous n'avons pas besoin d'armes nucléaires. Notre dissuasion, ce sont nos missiles. Pour revenir à ce point, l'Iran ne renoncera pas à ses missiles par la négociation. Donc, de mon point de vue, tout cela n'est qu'un exercice de frustration à cause de tous les mensonges qui circulent. Personne aux États-Unis, si vous êtes un journaliste américain et que vous parlez de la possibilité d'un accord, vous êtes un menteur. Vous n'êtes pas un journaliste. Vous êtes un propagandiste, parce qu'il y a trop de problèmes en jeu. Pourquoi Jared Kushner rencontre-t-il l'opposition? Pourquoi Marco Rubio menace-t-il tous les Américains en Iran de partir? Imaginons que Scott Ritter se rende à un festival et que j'y sois aussi, mais que Marco Rubio dise ensuite « Tu dois partir maintenant, mec, ou te mettre à l'abri et tu dois trouver un moyen de sortir de là tout de suite. » Pourquoi? Eh bien, cela sous-entend que nous nous préparons à bombarder. Et puis Jared Kushner et Steve Witkoff, les deux sionistes, se rendent sur l'Abraham Lincoln. Ils quittent la table des négociations, vont sur l'Abraham Lincoln et se promènent comme des touristes. Comme si, j'en suis presque sûr, les gardiens de la révolution iranienne avaient dû aller changer leurs couches. Ils étaient à ce point effrayés. Je veux dire, Steve Witkoff et Jared Kushner, deux des hommes les plus virils que la planète ait jamais portés. Ces types font de la musculation, ils mangent des protéines, bref, ils sont gonflés à bloc. Et voir ces deux sionistes à l'allure efféminée monter à bord de l'Abraham Lincoln et tituber comme des idiots. Est-ce que cela a fait peur à l'Iran? Je ne le pense pas. L'Iran n'est pas intimidé par le groupe aérien embarqué de l'Abraham Lincoln. Il n'y a pas tant d'avions que ça. L'Iran est un pays très très vaste et il dispose de très bonnes défenses. Donc ce porte-avions ne les fait pas broncher du tout. Deux porte-avions ne les feraient pas broncher non plus. Il faudrait envoyer tous les porte-avions américains et même dans ce cas, les Iraniens diraient « On vous attend. Nous sommes prêts. » C'est insensé. Il n'y a aucune diplomatie. Je vais le redire. C'est un changement de régime. Un changement de régime. Un changement de régime. Et si vous êtes aux États-Unis et que vous ne comprenez pas cela, vous êtes stupide. Et si vous êtes en Iran et que vous ne comprenez pas cela, vous êtes stupide. Désolé, je ne suis pas diplomate. Mais il est temps de mettre les choses à nu. Nous devons arrêter de faire semblant qu'il se passe quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de solution diplomatique ici, seulement une solution militaire. Soit une solution militaire de dissuasion, où l'Iran peut dissuader une attaque israélo-américaine, parce que les conséquences seraient tellement catastrophiques pour l'attaquant qu'il vaudrait mieux ne pas attaquer du tout. Soit ils attaquent et renversent le régime. Ce sont les deux seules options. Il n'y a pas d'autres options tant qu'Israël et les États-Unis continuent de soutenir le projet du Grand Israël, car l'Iran en est le principal obstacle. Nous arrivons, vous savez, au troisième point. Cessez de soutenir le Hamas, cessez de soutenir le Hezbollah, cessez de soutenir les Houthis. Pourquoi? Eh bien, si vous voulez, je peux vous dire comment négocier la fin du soutien iranien au Hamas. Sortez de Gaza. Une Palestine libre et indépendante. L'Iran cessera. Je pourrais négocier cela en un instant.
Je pourrais m'asseoir et conclure un accord de traité avec l'Iran, un traité contraignant avec les Iraniens, dans lequel ils s'engageraient avec des mesures de vérification, tout ce qu'il faut. Nous pourrions y parvenir. Je sais que nous le pourrions. Ils promettraient de conclure un accord de traité dans lequel ils cesseraient toute aide militaire et non supervisée au Hamas en échange d'un État palestinien, un véritable État palestinien. Ils le feraient. Hezbollah. Vous voulez faire tomber le Hezbollah? Israël se retire du Liban. C'est aussi simple que ça. Israël se retire du Liban. Et une fois qu'Israël quitte le Liban, le Hezbollah n'a plus de viabilité à l'intérieur du pays. C'est un parti politique qui peut aussi être un mouvement de résistance tant qu'Israël occupe le sol libanais. C'est ce qui lui donne sa légitimité. Mais au moment où Israël quitte le Liban, le Hezbollah perd sa raison d'avoir une milice. Ils vont se désarmer. Je peux amener les Iraniens à collaborer avec moi pour que cela se produise. Nous pouvons négocier cela. Israël quitte le Liban de manière vérifiable avec les Nations Unies sur place pour s'assurer que tout est fait et qu'ils ne reviennent pas. Un accord de traité. Je pourrais obtenir des Iraniens qu'ils acceptent de faciliter le désarmement du Hezbollah et de convenir que le Hezbollah, en tant que milice et mouvement de résistance, n'existe plus. Nous pourrions faire cela. Les outils, enfin, vous savez d'abord, les gens ont tendance à oublier que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis et tous les autres sont déjà en guerre contre les Houthis. Je veux dire, nous essayons de les écraser. Donc il est difficile d'amener les Iraniens à se retirer quand tout le monde essaie de réduire les Houthis à la soumission. Mais du point de vue israélien, avec une Palestine libre et indépendante, les Houthis ne lanceraient plus jamais de missiles contre Israël ou un navire israélien. Je peux obtenir cela dans un traité. C'est le traité le plus facile au monde à conclure. Si Israël était un État rationnel et si les États-Unis croyaient réellement en la paix. Mais ce n'est pas le cas. Ce que nous voulons, c'est intimider l'Iran pour qu'il abandonne tout afin qu'Israël puisse faire ce qu'il veut. Cela n'arrivera pas. Scott, que savons-nous à ce sujet? Lorsque j'étais en Iran, il parlait du chasseur furtif J-20, le chasseur chinois. D'après ce que nous avons vu, et ce qui a été rapporté dans les médias et lors de diverses discussions, des responsables iraniens en ont parlé. Que savons-nous réellement de l'ampleur et de la nature de la relation entre l'Iran, la Russie et la Chine à la suite de la guerre de 12 jours? S'améliore-t-elle? Reste-t-elle la même? Quelle est ton évaluation à ce sujet? Eh bien, ce que nous savons, c'est que pendant la guerre de 12 jours, il n'y avait pas d'accord formel entre la Russie et l'Iran. Tout le monde disait, la Russie a abandonné l'Iran, la Russie les a laissés tomber. Non, en réalité, en janvier, la Russie a négocié un accord-cadre de sécurité. La Russie l'a ratifié. Elle était prête à passer à l'action. Le Parlement iranien, lui, ne l'a pas fait, pour une raison ou une autre. Je ne suis pas là pour les dénigrer, mais il faut comprendre que si les Russes avaient les mains liées lorsqu'il s'agissait d'aider l'Iran, c'est parce que l'Iran n'avait pas ratifié l'accord-cadre de sécurité. Eh bien, cette erreur a été corrigée, et il existe désormais un accord-cadre de sécurité. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit. C'est une annexe classifiée. Mais, vous savez, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une protection de type article Phi ou d'un parapluie nucléaire russe. Les armes nucléaires russes ne vont pas être lancées si les États-Unis bombardent l'Iran. Mais les Russes ont laissé entendre quelque chose. Comment les Iraniens sont-ils devenus aussi doués pour neutraliser Starlink? Quelle est l'interaction directe de l'Iran avec Starlink? Pas grand-chose. Quelle est celle de la Russie avec Starlink? Oh, considérable. Les Ukrainiens l'utilisent. C'est ce qui alimente tous les drones. C'est ainsi qu'ils communiquent.
Et les Russes se sont adaptés et l'utilisent eux aussi. La Russie est donc très compétente pour surveiller Starlink et le désactiver. Et ce sont précisément ces deux compétences que l'Iran a démontrées de manière éclatante lors de cette dernière offensive. Surveillance de Starlink. Ils ont réussi à désactiver toute la connectivité, à la couper et à les rassembler. Je veux dire, les services de renseignement iraniens sont compétents. Je leur accorde tout le mérite. Mais cela avait une odeur d'assistance russe. Je pense que vous voyez également une aide russe dans le partage de renseignements et les préparatifs de défense. Nous savons que les Russes ont fourni des avions de chasse avancés MiG-29 et Su-27. Ce ne sont pas des appareils de réserve destinés à l'exportation. Ce sont des avions de première ligne qui, si la Russie entrait en guerre, auraient effectué des missions de combat dès le premier jour. Vous savez, ce ne sont pas des Su-30, des Su-57 ou des Su-35, mais ils sont très performants. Ce sont des chasseurs avancés, dotés d'avioniques sophistiquées, et vous savez, prêts à affronter des adversaires de type OTAN, équivalents sans difficulté aux avions F-15 et F-16. Ils volent actuellement en Iran, mais il y a, je ne sais pas, pourquoi pas. Allons dans le détail technique. Disons la Chine. Nous ne savons pas ce qui se passe. Enfin, moi je ne sais pas ce qui se passe. Nous savons qu'un grand nombre d'appareils chinois y volent. Nous savons qu'il existe une connectivité diplomatique. Mais, à ma connaissance, il n'y a eu aucune reconnaissance officielle d'une relation de défense entre la Chine et l'Iran. Il se passe des choses de manière informelle. Et je veux dire, savez-vous si le J-20, est-ce vrai ou est-ce une rumeur? En fait, il me semble que je n'ai aucune preuve de l'existence d'un chasseur furtif J-20. Ouais, moi non plus. Je ne sais pas. Mais bon, supposons que c'était le cas. La manière dont les chasseurs interceptent les avions aujourd'hui, vous savez, ce ne sont plus les combats aériens de la Seconde Guerre mondiale où l'on envoyait des escadrilles en criant « 12 heures en haut ». Vous êtes dirigé vers la cible. Le radar la détecte et vous êtes guidé par vos propres radars et par les centres d'opération qui vous contrôlent et vous orientent. Ensuite, vous vous approchez, vous la trouvez, vous verrouillez la cible et vous commencez à établir une solution de tir. C'est donc très monotone. Vous arrivez, vous calculez une solution de tir, vous tirez, puis vous vous désengagez. Ce ne sont pas les combats aériens auxquels tout le monde est habitué. La meilleure chose dont dispose aujourd'hui l'Iran, c'est ce sur quoi il travaille depuis toujours, le F-4 Phantom. Aujourd'hui, le F-4 Phantom peut décoller d'un aérodrome iranien et être dirigé vers un vecteur. Il peut être guidé, il dispose d'une avionique fonctionnelle, il a des missiles opérationnels et il arrive à destination. C'est le F-4 Phantom qui poussait les F-16 et F-15 israéliens de pointe à rompre leur attaque, car ils avaient obtenu une solution de tir. Du point de vue iranien, ils possèdent cet outil qu'ils ont utilisé encore et encore. C'est devenu une seconde nature pour eux. Ils savent comment faire. Les Israéliens n'ont pas détruit les F-4. Ils n'ont pas bombardé ces aérodromes. Pourquoi? Parce que le mythe de la domination israélienne de l'espace aérien n'est justement qu'un mythe. Les Israéliens ont mené des frappes très ciblées. Ils ont eu des périodes très brèves pendant lesquelles ils pouvaient voler dans les environs de Tel Aviv, car ils arrivaient depuis la mer Caspienne, traversaient l'Azerbaïdjan et contournaient toutes les défenses aériennes iraniennes orientées dans cette direction. Cette erreur ne se reproduira plus. Mais vous savez, les F-4 et même les F-14 volaient et ils ont pu effectuer des interceptions réussies. Et par interception, je ne veux pas dire abattre quelque chose. Je veux dire obtenir un verrouillage suffisamment solide
pour que les Israéliens soient obligés d'interrompre leur attaque. Donc, tant que les Iraniens ne seront pas très compétents avec ces appareils, qu'ils n'auront pas mis les MiG-29 et les Su-27 entre les mains de pilotes à l'aise avec toutes les capacités de l'avion, toute l'avionique, et tant qu'ils n'auront pas pratiqué l'intégration de ces éléments avec leur radar, leur communication et leurs procédures opérationnelles standards d'interception, je pense que les F-4 et les F-14 continueront d'être l'épine dorsale, vous savez, des capacités d'interception de l'Iran. Vous savez, l'Iran ne va pas lancer de frappe aérienne offensive. Là où les MiG-29 et les Su-27 pourraient être utiles, ce serait s'ils tentaient de se déployer dans une zone opérationnelle, peut-être là où se trouvent des avions ravitailleurs, et d'essayer d'abattre ces avions ravitailleurs. Mais c'est un tout autre scénario. Les Israéliens et les Américains disposent tous deux de très bonnes patrouilles aériennes de combat. Vous entrez sur notre territoire, là où nous avons tout cartographié, là où nous sommes en sécurité. Mais lorsque nous pénétrons sur votre territoire, sur le territoire iranien, c'est là que se trouvent les systèmes existants. Et il y a de la redondance, de la duplication. Ils s'y sont tellement entraînés. Et c'est là que les F-4 et les F-14, décollant de bases aériennes situées dans l'ouest de l'Iran, loin d'Israël, avec une plus grande distance à parcourir pour frapper, entrent en jeu et peuvent se projeter de manière défensive dans l'espace aérien iranien et irakien, où opèrent les avions. Beaucoup de ces missiles sont lancés au nord et au sud de Bagdad. Les avions israéliens ne pénètrent en réalité dans l'espace aérien iranien que dans de très rares cas. La plupart de leurs attaques initiales viennent du nord et du sud de Bagdad avant de se replier, puis leur Blue Streak, ou quel que soit le nom qu'ils lui donnent, Blue Arrow. C'est une flèche d'argent, il en existe 4 ou 5 versions différentes, et elle fonce pour terminer le travail. Donc on verra bien. Ce n'est pas parce que l'Iran reçoit de nouveaux équipements que cela leur est vraiment utile. Il faut savoir s'en servir. Je veux dire, si vous me laissez conduire une Camaro de 1968 pendant 20 ans, l'entretenir, la connaître, et qu'ensuite vous me donnez une Lamborghini que je n'ai jamais conduite en me disant de faire une course, je choisirai la Camaro. Je casserai cette Lamborghini. Je ne saurais pas passer les vitesses correctement. Je ferai une erreur parce que je ne la connais pas. Donc, tout ce nouvel équipement qui arrive chez les Iraniens, ils doivent vraiment s'entraîner avec, travailler dessus. Ils sont intelligents et ont beaucoup d'expérience du combat. Et vous savez, les Russes et tous les assaults ne observent des Unis. Je suis sûr qu'ils font circuler les renseignements. Mais vous savez, Israël n'a pas détruit autant d'infrastructures iraniennes que le monde voudrait le faire croire. En réalité, je pense que les Iraniens, une fois qu'ils ont compris ce qui se passait avec les drones, ont simplement tout arrêté et déplacé une grande partie de leurs installations, parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait aucune raison de rester là à attendre qu'un drone vienne les frapper. Ils ont donc tout mis à l'arrêt et évacué. C'est aussi une autre raison pour laquelle les Israéliens ont pu agir avec autant de liberté, parce que les Iraniens ont choisi de préserver leurs capacités plutôt que de rester sur place à attendre d'être pris pour cible par un petit drone. Tant qu'ils n'avaient pas résolu le problème des drones, il n'y avait aucun intérêt à rester. Alors, vous savez, oui, je suppose que c'est une longue réponse pour dire que, vous savez, les Russes et les Chinois intensifient leurs actions. Mais au bout du compte, c'est l'Iran qui défend l'Iran. Et l'Iran se prépare à cette éventualité depuis 2005, quand Dick Cheney a d'abord dit « Je veux éliminer l'Iran ». Les Iraniens ont réagi. D'accord, comment se préparer à une incursion américaine? Il faut comprendre que l'Iran se prépare depuis plus de 20 ans.
L'Iran ne s'est pas réveillé hier en se disant « Oh mon Dieu, Israël et les États-Unis pourraient nous attaquer conjointement. Que fait-on » L'Iran planifie cela depuis longtemps. Ils ont des villes souterraines, ils ont des villes redondantes. On pourrait imaginer que Téhéran pourrait être frappé par une bombe nucléaire. J'espère que non, mais c'est possible. Et l'Iran ne s'effondrera pas. Ils continueront à fonctionner. Ils ont construit, je ne sais plus combien, 12 ou 14 districts militaires distincts, et chacun est souverain en ce qui concerne sa capacité à se défendre et à lancer des attaques contre Israël et les bases. Donc vous savez, l'Iran maîtrise la situation. C'est bien que la Russie et la Chine soient présentes, mais ni la Russie ni la Chine n'iront faire la guerre pour l'Iran. Les gens doivent revoir un peu leurs attentes à la baisse. Et ils doivent aussi être plus réalistes quant à ce qui s'est passé pendant la guerre de 12 jours. Je pense que nous accordons beaucoup trop de crédit à Israël pour les dégâts causés, ainsi qu'aux États-Unis, et beaucoup trop peu à l'Iran pour ce qu'il a accompli sur le plan défensif et pour la manière dont il a projeté sa puissance en Israël. Tu sais, Scott, l'un des cousins de mon ami a dit qu'il avait 18 ans et qu'il était totalement prêt. Il pilote un Su-35. Il a été formé et est prêt à partir combattre. Et il y en a beaucoup comme lui. J'ai parlé avec lui. Il n'a pas répondu à toutes mes questions. Mais pour moi, c'était impressionnant. Quand il m'a dit qu'il avait 18 ans et qu'il était entièrement prêt, je me suis demandé combien de temps il faut à ces gens pour se préparer à ce genre de mission. Eh bien, les Basijis existent depuis un certain temps. Les Basijis, c'est... Encore une fois, je ne peux pas répondre directement à cette question, mais je connais les adolescents. Je me souviens quand je suis allé en Iran, dans le nord de Téhéran, on peut monter là-haut. Il y a une station de ski et c'est plutôt sympa. On peut monter, admirer la vue, mais il est interdit de prendre des photos de la grande installation de guerre électronique. Oui, il y a une grande installation de guerre électronique qu'il faut faire semblant d'ignorer. On ne peut pas prendre de photos, donc on fait clic, 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 et il y a des gens qui vous observent. J'étais entouré de bus entiers de Basijis, qui, eh bien, c'était intéressant. J'étais accompagné d'un agent des gardiens de la Révolution. Il était mon interprète et parlait un excellent anglais. Un type sympa, mais il était honnête. Il a dit non, je fais partie des gardiens de la Révolution. Désolé Scott, on t'aime bien, mais on ne te fait pas forcément confiance. C'est pour ça que je suis là. Nous marchions, et puis 2 bus, je pense des Basijis, sont arrivés, et il est vite devenu évident que j'étais américain. Des slogans ont commencé à se faire entendre, à s'organiser, et l'ambiance s'est échauffée. Vraiment échauffée. Il est allé parler à leur chef. Enfin, à la personne la plus gradée. Et ils ont rapidement calmé la situation. Nous avons finalement terminé l'après-midi par quelques poignées de main, ce qui était bien mieux que ce que cela aurait pu être. Il ne m'aurait pas fait de mal, mais je pense que cela aurait pu devenir désagréable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était des gamins, des adolescents, à qui l'on inculquait un sentiment de patriotisme, un zèle islamique pour refléter l'islam. C'est la République islamique, c'est pas pour rien. L'islam y joue un rôle. Et donc ils étaient, tu vois, fervents dans leur religion, fervents dans leur patriotisme. 18 ans, tu dis qu'il serait pilote de Su-35? C'est jeune. Peut-être qu'il a volé sur des simulateurs, peut-être qu'il a fait quelque chose, je ne sais pas. Mais tu vois, normalement, encore une fois, je déteste imposer le modèle occidental, parce que tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, et même après, bon, 100, jusqu'aux années 60, je suppose, on pouvait avoir des sergents pilotes ou quelque chose du genre dans l'armée de l'air. Tu pouvais obtenir ton diplôme de lycée et aller à l'école des candidats officiers, ou chez les cadets de l'air à San Antonio.
San Antonio. My father did it out of high school. And you Mon père l'a fait juste après le lycée. Tu suivais le programme et tu pouvais voler. Tu devenais pilote. Plus tard dans ta carrière, tu travaillais à obtenir ton diplôme pour pouvoir être promu. Mais tu pouvais voler jusqu'à devenir capitaine. Je crois que le grade maximum était celui de major. C'était le plus haut que tu pouvais atteindre. Ensuite, ils ont supprimé ce système dans les années 60 et tout le monde devait être diplômé de l'université. Mais il était possible de s'engager juste après le lycée, tu sais, par quelque chose qu'on appelait le DOSAAF, D-O-S-A-A-F. Ne me demande pas ce que ça veut dire, mais je me souviens juste de DOSAAF. C'était pour les lycéens qui allaient faire des exercices militaires, apprendre à démonter un AK-47, le remonter, ce genre de choses. Mais j'imagine que si tu étais techniquement compétent, tu pourrais apprendre les ensembles de communication, le code Morse, démonter des radios et les remonter. Et tu sais, c'était dans les années 70 et 80, donc peut-être pas à l'époque. Mais aujourd'hui, je veux dire, il y a des simulateurs de vol partout. Tu pourrais en utiliser un en tant que lycéen. Tu pourrais rejoindre un club d'aviation, décoller dans un petit Piper Cub, voler un peu, apprendre les bases, puis atterrir et passer sur un simulateur de Su-35 pour t'entraîner à des missions. Donc, c'est peut-être ce qu'il voulait dire par là. Mais pour moi, le Su-35 est un avion très avancé et être un bon pilote ne se résume pas au simulateur. Il faut comprendre l'aérodynamique. Je me souviens, même en tant qu'observateur aérien, j'ai été formé comme observateur aérien à l'arrière d'un OV-10 et d'un OA-4, qu'une grande partie de la formation portait sur les bases, la dynamique du vol, les mathématiques, la météo, la vitesse. Parce que, croyez-le ou non, ils nous ont effectivement appris à les piloter. Nous n'étions pas pilotes, nous ne voulions pas l'être. Mais c'était un avion à double commande. Si le pilote était touché, il voulait que nous soyons capables de l'atterrir, car si nous nous éjectons et pas lui, il mourrait. S'il s'éjectait, nous sortions tous les deux. Alors ils nous ont appris cela, mais ils l'ont fait par principe. Tu étais dans l'aviation, tu étais aviateur. Donc tu as dû apprendre cela. J'imagine que pour piloter un Su-35, il faudrait suivre une formation plus formelle. Mais cela montre que les Iraniens font, je crois, un type de formation à la DOSAAF, une préparation militaire pour leurs lycéens. Ainsi, à 18 ans, ils sont prêts à être intégrés. Oui, parce que ce sera plus facile pour lui, disons qu'il veut devenir pilote, de s'intégrer dès maintenant. Il a du temps sur simulateur, il comprend les bases du vol, donc il est mieux placé pour réussir sa formation de pilote. Une préparation sur une période plus courte, je suppose. Je ne sais pas, tout cela n'est que spéculation de ma part. Je devrais préciser cela. Ça me semble logique. Je pense que c'est une bonne hypothèse de ta part. Scott, nous savons que Netanyahou ne veut pas que l'Iran soit perçu comme un pays normal aux yeux des États-Unis. Quand je dis un pays normal, je veux dire que je ne vois aucune raison pour que les États-Unis et l'Iran soient ennemis. Cela n'a pas de sens pour moi. Sauf si l'on considère qu'Israël est le principal décideur en matière de politique au Moyen-Orient. Tu sais, c'est Israël qui détermine la politique des États-Unis dans la région. C'est pour cette raison que je pense que Netanyahou essaye de faire cela. Il a raison, mais pas seulement Israël, je veux dire. Tu sais ça, j'ai lu tes tweets. Tu as vu qu'il y a une énorme diaspora iranienne ici aux États-Unis qui est pro-Shah. Je veux dire, ce sont des gens dont les pères ont fui dans les années 1970. J'en ai connu beaucoup autrefois. En fait, nous sommes devenus amis, ça s'est un peu tendu quand je suis allé en Iran en 2005, mais il y avait un type, un ancien pilote d'hélicoptère de la Royal Iranian Air Force, qui tenait une pizzeria juste ici. Un gars sympa et tout, mais alors, il détestait la République islamique. Il ne jurait que par le Shah. Mais quand tu lui parlais,
parce que je suis revenu et je lui ai dit, ce n'est pas aussi mauvais que tu le dis. But when you talk to him, I came back and I'm like, it's not as bad as you say it is. It's actually Vous savez, en fait, the people les gens là-bas semblent aimer le gouvernement. Ahmadinejad a été élu, mais beaucoup de personnes le critiquent. Vous savez, la liberté d'expression existe, d'une certaine manière. C'était incroyable. Et ils s'en moquent. Ils sont aveugles. Et ils ont du pouvoir politique. Et ils ont été soutenus par les États-Unis. Je veux dire, regardez simplement Reza Shah, le fils du Shah. Cet homme n'est personne, littéralement personne. Il n'a aucune influence sur le terrain en Iran. Il n'a aucun véritable pouvoir politique ici chez nous, à part son nom. Nous lui donnons du pouvoir en prétendant qu'il pourrait être quelque chose qu'il ne sera jamais, le dirigeant de l'Iran. Et cela façonne ensuite toute la propagande. And then this shapes all of the propaganda. I mean, I just did a show with Al Mayadeen. Je veux dire, j'ai fait une émission avec Al-Mayadeen hier, et il y avait un professeur, Robbins, je crois que c'était son nom de famille. J'ai été surpris, car je me suis dit, bon, d'accord, maintenant ils ont 2 Américains qui vont dire des choses rationnelles. Mais quand son tour est venu, il a dit que tous ces manifestants qui étaient dans les rues hier, des centaines de milliers, peut-être des millions à travers le pays, étaient apparemment payés par le gouvernement iranien pour être là. Ce sont des manifestants rémunérés, a-t-il dit, qui soit sont payés, soit y vont parce qu'ils ont peur des conséquences. Voilà ce qu'a dit un professeur d'une université américaine, ce qui montre à quel point le système universitaire américain est corrompu lorsqu'il s'agit de la réalité de l'Iran. Comment peut-on trouver quelqu'un de véritablement authentique? On ne te permettrait pas, ici aux États-Unis, d'enseigner sur l'Iran, parce qu'au moment même où l'université t'embaucherait, elle serait contactée par tous ces groupes menaçant de retirer leur financement. Ils ont formé une petite alliance et ils sont très proches des sionistes. Donc la première chose qui se passe, c'est que, tu sais, les groupes iraniens t'appellent, puis les sionistes t'appellent, les fonds sont menacés, et avant que tu t'en rendes compte, ta chair est retirée. On ne peut faire venir que Trita Parsi. Maintenant, Trita Parsi, tu sais, lui, on l'autorise à venir. Il n'est jamais allé en Iran, je veux dire, je ne sais même pas s'il parle la langue. Je ne vais pas trop le dénigrer. Il parle peut-être le farsi, tu sais. Mais je le connais depuis un moment. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois, il se tenait très sérieusement. Il avait toujours cet air grave sur le visage. Et on se dit, eh bien, alors ça doit être un homme sérieux. Mais il est plus bête que terre en ce qui concerne la réalité de l'Iran. Et ce qu'il écrit est tout simplement stupide. Encore une fois, mon travail n'est pas d'être diplomate. Je n'ai pas à siéger dans des conseils avec lui. Enfin, en fait, si. Donc, peut-être que je dois retirer ce que je viens de dire, ou on me dira de le retirer. On ne peut pas traiter un membre du conseil d'idiot. Eh bien, et s'il l'est vraiment? Fais de la politique, Scott. Mais il est idiot. Je veux dire, il écrit pour, tu sais comment ça s'appelle, RS, Responsible Statecraft. C'est leur expert sur l'Iran. C'est un apologiste de toutes les saletés qui se passent en ce moment. Il insuffle de la vie aux mensonges sur les manifestants et les dénigre. Tu sais, si j'entends encore une personne refuser de reconnaître que l'Iran est une démocratie fonctionnelle et viable, ça me tue d'entendre la stupidité des gens. C'est une théocratie dirigée par des ayatollahs brutaux et théocratiques. Eh bien, ils sont brutaux. Je veux dire, pas des dictateurs, mais des ayatollahs. Je ne vais pas le nier. Il y a des gens dans ce ministère de la Justice qui me dérangent, des juges pendeurs. Ils s'accrochent. Je leur dis non, les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Mais l'Iran travaille là-dessus. Lors des manifestations d'hier, en défense du régime, des femmes étaient là sans hijab, et elles n'étaient pas du tout harcelées. Pourquoi? Parce que le peuple iranien s'est exprimé. Que se passe-t-il ensuite? Comment appelle-t-on une société où le peuple s'exprime, où le gouvernement écoute et où cette expression passe, disons, par des élections?
C'est une démocratie. L'Iran est une démocratie viable. Leur parlement est élu selon des principes démocratiques. Le président est élu démocratiquement. L'Assemblée des experts, n'est-ce pas elle qui choisit le prochain guide suprême? N'est-ce pas son rôle de surveiller le guide suprême? Et si celui-ci est incapable d'exercer ses fonctions ou de se déplacer, d'avoir déjà quelqu'un de prévu, et tout cela, ne sont-ils pas élus? La réponse est oui, ils sont élus. Ainsi, l'Assemblée des experts, les personnes qui supervisent le guide suprême, sont élus par le peuple iranien. Il faut comprendre qu'il s'agit simplement d'un type de gouvernement différent. Cela ne fonctionne pas comme nous. Et le Conseil des gardiens, alors? Ils ont ce critère religieux. C'est une république islamique, après tout, donc j'imagine qu'il pourrait y avoir un critère islamique. Mais en Amérique, nous avons le critère de l'argent juif. Je suis désolé, on va me traiter d'antisémite, mais je vais simplement le dire. Si vous recevez de l'argent juif, vous avez des ennuis. Si vous n'en recevez pas, vous avez aussi des ennuis. Mais à New York, il faut que ce soit de l'argent juif. En Floride, de l'argent juif. Partout dans le pays, de l'argent juif. Regardez simplement tout l'argent que l'AIPAC finance. Encore une fois, je ne suis pas anti-juif. Je ne fais qu'énoncer la réalité. Quand l'AIPAC se vante ouvertement de dépenser 100 millions de dollars pour acheter le Congrès des États-Unis, c'est un critère de l'argent juif. Et je me fiche de qui vous êtes. Si vous voulez vous présenter au Congrès, à moins d'être dans une circonscription très particulière, il faut passer par l'argent juif. Moi, je l'ai fait. Je ne voulais pas me présenter au Congrès, mais j'ai été « Oh, bon sang !» Comment s'appelait-il déjà? L'ancien quarterback des Buffalo Bills qui a été secrétaire au logement. Kemp, Jack Kemp. Vous savez, il dirigeait le bureau de recrutement du Parti républicain pour le Congrès, ou peu importe comment il l'appelait. Et j'ai reçu l'appel. « Scott, nous voulons que tu te présentes au Congrès. » Ils m'ont placé à Westchester, dans l'État de New York. Ils m'ont emmené dans ce manoir, et il y avait littéralement des centaines de personnes. Et il a dit, ils sont tous là pour faire des chèques. Ils étaient tous juifs. Et ils étaient prêts à signer des chèques pour faire de moi le prochain membre du Congrès de l'État de New York. Et moi, je leur dis, vous avez déjà Gilman, parce qu'il y avait un représentant nommé Gilman. C'était un type très conservateur. J'ai dit, vous avez déjà Gilman. Vous n'allez pas le remplacer par moi. Oh non, Scott, on va te placer dans un autre district. J'ai dit, donc, vous allez m'envoyer dans un endroit de New York où je n'habite pas? Oui. Comment les gens sauront-ils qui je suis? Oh, tu es un grand Américain. J'ai dit, comment le savez-vous? Vous ne savez rien de ce que j'ai fait dans l'armée, parce que presque tout ce que j'ai fait était top secret, et je ne pouvais pas en parler. Vous savez juste que j'étais dans l'armée, que j'ai reçu quelques médailles et que j'avais de bons rapports d'évaluation, tout ça. Mais tu ne sais pas ce que j'ai fait dans l'armée. Tu ne sais rien de moi. Tu ne sais même pas ce que j'ai fait en Irak, parce qu'à cette époque, il y avait encore beaucoup de choses dont je ne pouvais pas parler. Alors je lui ai demandé, enfin il m'a posé 2 questions, et je pouvais voir Kemp penser. Chèque, argent juif, argent juif, argent juif. J'ai dit 2 questions. Ils ont demandé quelles questions? J'ai répondu, eh bien, demandez-moi ce que je pense de l'avortement et du contrôle des armes à feu. Ce sont les 2 grands sujets républicains. Ils ont fait, oh mon Dieu, non, Scott, quelle est ton opinion sur l'avortement? J'ai dit, écoutez, je suis le père de jumelles et je ne pourrais pas imaginer le monde sans elles. Ils souriaient tous, genre, ouais. Et j'ai ajouté, donc non, moi, personnellement, je ne crois pas à l'avortement. Je crois que chaque vie est précieuse. Chaque vie devrait venir au monde. J'ai dit, mais ce n'est pas moi qui accouche du bébé. Il y a un autre vote à prendre en compte, qu'il faut écouter.
On ne peut pas faire taire les personnes qui portent réellement l'enfant jusqu'à terme. Il faut les écouter. Quelle est leur opinion? La mienne ne doit pas annuler la leur. Ils m'ont répondu, « Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai dit, « Je dis que les gens devraient avoir le choix. C'est la réalité. Peut-être qu'on peut encadrer ce choix. » Oh, ça ne leur a pas plu. Ils ont dit, « Contrôle des armes. » J'ai répondu, « Je suis propriétaire d'armes. Venez chez moi, j'ai un fusil de chasse. J'en avais 2. J'ai un pistolet de 9 mm. Si vous venez chez moi, je suis formé pour vous tuer. J'ai servi dans le corps des marines. J'adore tirer des armes. Je veux dire, je suis doué pour ça. J'étais double expert, tout le tralala. J'ai dit, mais réfléchissez, ce sont des armes létales et les gens devraient être obligés d'obtenir une certification et une formation pour les utiliser, comme on le fait pour les voitures. Tu veux conduire une voiture? Obtiens un permis, qualifie-toi. Ils sont partis. Les chèques d'argent juifs pour Scott Ritter se sont évaporés et Kemp est resté là à se tirer les cheveux en disant « Tu es un homme honorable, mais tu es plus bête que terre. Tu aurais pu être au Congrès. » Et ma femme a dit la même chose, parce que nous savons maintenant que le Congrès, c'est l'endroit où tu vas quand tu gagnes 48 000 $ par an et que 2 ans plus tard, tu vaux 70 millions. Et si vous restiez au Congrès pendant 10 ans, vous vaudriez 200 millions de $. Donc c'était l'une des pires erreurs que j'ai jamais commises dans ma vie d'un point de vue commercial. Mais mon propos concerne les tests décisifs en Iran. L'argent. L'argent est un test décisif en Amérique. Si vous ne comprenez pas cela, alors vous ne comprenez rien à la politique américaine. Nous ne vivons pas dans une démocratie simplement parce que nous pouvons voter. Il ne s'agit pas seulement de la capacité du peuple à voter, mais aussi de sa capacité à choisir les candidats pour lesquels il veut voter. Et nous n'avons aucun mot à dire là-dessus. Aucun. Ils sont choisis pour nous. Des comités les sélectionnent. Et ces comités les choisissent parce que des gens fortunés disent « c'est celui que je veux, c'est celui que je veux ». Et avant qu'on s'en rende compte, nous nous retrouvons dans l'isoloir. On tire le rideau, et là il y a une feuille de papier. Et nous exerçons notre pouvoir démocratique. Nous votons pour des gens dont nous ne savons absolument rien. Allez, soyons honnêtes. Si vous êtes américain, quand vous parcourez ce bulletin, surtout lors d'une élection nationale, vous connaissez peut-être le président. Peut-être, car ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous savez peut-être pour qui vous votez. Votre sénateur, vous devriez le connaître. Votre représentant au Congrès. Je dirais que 50% des gens n'ont aucune idée de qui il s'agit. Ils descendent la liste et se disent « Oh, d'accord, je vais voter ». Puis vous arrivez à toutes ces autres choses pour lesquelles vous votez. Vous ne connaissez aucune de ces personnes et vous n'avez eu votre mot à dire dans la présence d'aucune d'entre elles sur le bulletin. Tu cliques juste parce qu'il est écrit démocrate ou républicain, ou parce que tu aimes le son de leur nom, ou parce qu'ils sont italiens et que tu es italien, ou qu'ils sont allemands et que tu es allemand, ou que... Alors arrête de pointer du doigt l'Iran. Les Iraniens, j'adore leur système national. Tu as un temps limité pour faire campagne. Tout le monde a le même accès à la presse, tout le monde doit participer au même débat. Et ensuite, le peuple vote. J'aimerais qu'on fasse ça ici, au lieu de ce truc qui dure 2 ans. Annoncer sa candidature, récolter de l'argent. Tu vois, tout tourne autour de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas participer. Bref, désolé, je me suis un peu égaré. Scott, je pense que beaucoup de personnes dans notre audience s'intéressent à votre évaluation de la fragilité de la situation au Moyen-Orient. Voici ce que Donald Trump a déclaré sur Fox News. L'Iran, avec ce régime actuel, tiendrait-il vraiment sur la durée? Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, je ne sais pas.
Je sais une chose, ils veulent conclure un accord. Ils ne parleraient à personne d'autre, mais ils me parlent à moi. Mais, tu sais, c'est une bonne question. Beaucoup de gens disent non. Et moi, je dirais que je préfère conclure un accord. Il faut que ce soit un bon accord. Pas d'armes nucléaires, pas de missiles, pas ceci, pas cela, toutes les choses que tu veux. Mais certaines personnes s'inquiètent du fait que ils ont été très malhonnêtes avec nous au fil des ans, non? Très malhonnêtes. Obama et Biden, ce qu'ils ont fait en créant un monstre avec l'Iran, c'était terrible. Cet accord nucléaire iranien était l'un des accords les plus stupides que j'ai jamais vus. So stupid, so begged. Je ne veux pas conclure d'accord. Dès qu'ils parlent comme ça, tu sais qu'ils ne veulent pas conclure d'accord. C'est juste lui qui essaie de paraître impressionnant. Tout d'abord, un accord. Karin Kneis est l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, qui vit maintenant à Saint-Pétersbourg, en Russie, et elle dirige ce qu'on appelle l'Institut Gorky. Elle déteste le mot « deal ». Elle dit que c'est le langage de la mafia. Les mafieux font des deals, les criminels font des deals. Les deals sont faits pour être rompus, et ils le sont sans cesse. Les gentlemen concluent des accords et les nations signent des traités. Et Donald Trump ne parle pas d'accord ni de traités, seulement de deal. Ils veulent faire un deal. Non, ils ne veulent pas. Ils ne vont parler qu'à moi. Non, ils parlent à tout le monde. Il a parlé à Biden. Ils ont fait un deal avec Obama. Il fallait que ce soit un deal, car le Congrès n'aurait pas ratifié un traité. Et regarde ce qui s'est passé. Le deal a été rompu. Donald Trump ne peut pas tenir un accord parce que c'est un accord. Un accord n'est pas une rue à double sens, c'est une rue à sens unique. Écoutez Donald Trump. Oui, je suis prêt à conclure un accord, mais ils doivent se suicider en abandonnant leurs missiles. Ils doivent se castrer eux-mêmes en déclarant qu'ils ne sont pas politiquement pertinents dans la région. Franchement, quelle stupidité. L'Iran est le plus grand pays de la région. Et vous dites qu'ils n'ont pas le droit de projeter leur sphère d'influence, leur sphère d'intérêt, que les seuls à pouvoir le faire, c'est Israël, cette minuscule bande de terre pathétique. Ce sont les seuls à pouvoir projeter leur puissance. La projeter, l'Iran ne peut pas? C'est stupide. Et puis, vous savez, le nucléaire, c'était un mauvais accord. Vous ne savez rien de cet accord. Je vous le dis, Donald Trump est un homme stupide, fondamentalement stupide. Il a peut-être un certain bon sens des affaires, vous voyez, un instinct naturel. Il a peut-être, vous savez, cette façon d'aborder la diplomatie propre aux brutes. Je veux dire, même une brute sait, en se réveillant le matin, si je vais dans la cour de récréation et que je me donne des grands airs, le petit Tommy va peut-être reculer et faire ce que je veux. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Mais un jour, tu vas aller dans cette cour, et le gamin à qui tu fais ton numéro va te répondre. Bam! Et là, que fait la brute? Parce que son cerveau ne suit plus. Donald Trump est un lâche, physiquement et moralement. Je vous le dis tout de suite, un lâche physiquement et moralement. Il ne pourrait pas gagner un combat à poing nus. D'abord, il est trop vieux pour se battre. Mais à l'époque, quand il disait qu'il pourrait mettre Joe Biden à terre et le battre, non, tu ne pourrais pas, parce que tu es un lâche. Je ne dis pas que Biden t'aurait battu, parce que je pense que Biden était un lâche aussi. Mais le fait est qu'un jour, tu vas dire quelque chose. Et à l'époque où je traînais avec la Delta Force, on m'a appris une chose dans un bar de motards. Nous sommes partis parce que les motards devenaient bruyants et agressifs, et ils commençaient à sortir. J'ai dit, pourquoi on s'en va? On pourrait gérer ça. Il m'a répondu, Scott, on a des habilitations de sécurité qui seraient retirées à la seconde où on se battrait dans un bar, d'accord? On n'est pas là pour se battre dans des bars. On n'est pas là pour jouer les durs devant ces gens. On est là pour accomplir une mission, et ces gens rendent la situation inconfortable. On s'en va. Puis il a ajouté,
Mais l'autre chose, et ce type était en excellente forme physique, c'est une bonne leçon pour toi. He said, "It's a good lesson for you. Every bar you walk into, just assume." Dans chaque bar où tu entres, pars du principe qu'il y a au moins une personne capable de te mettre une raclée et que tu ne sais pas qui c'est. Si tu traites tout le monde comme s'il pouvait te mettre une raclée, tu éviteras bien des ennuis. Donald Trump est un lâche. Il n'est pas très intelligent. C'est un lâche physiquement. C'est un lâche moralement. Il ne fera jamais ce qu'il faut. C'est un homme avide. Avide, avide. C'est aussi un narcissique totalement incontrôlable. Je veux dire rebaptiser le Trump Kennedy Center. C'est une maladie mentale. Passer un coup de fil à Schumer pour faire renommer la gare Moynihan en gare Donald Trump. J'oublie ce qu'il voulait encore faire renommer. C'est un narcissique. Je veux dire tout, absolument tout. He's a narcissist. I mean, everything. I mean, if I said Zangezur Je veux dire, corridor, si je te dis you know corridor de Zangezur, tu vois de quoi il s'agit. recognize it as Mais est-ce que tu le reconnais comme le... Comment appelle-t-il ça déjà? Le plan Trump, TRIPP, ou peu importe, le plan de prospérité ou quelque chose comme ça. Pourquoi faut-il que le nom de Trump soit dessus? Parce que c'est tout ce qu'il connaît. C'est un tyran. C'est un marqueur. Avant de se présenter à la présidence pour la première fois, si tu prenais le train pour New York, ou si tu y allais en voiture, en descendant la Henry Hudson Parkway ou peu importe, il y avait une série d'immeubles avant d'arriver vers la 58e rue, et ils portaient tous le nom Trump. Tu sais, Trump Tower, Trump ceci, Trump cela, Trump, 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 Trump. Trump that, Trump Palace, Trump, 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 Trump. And you're thinking, wow, Donald Trump owns a lot of property. Et là, tu te dis, wow, Donald Trump possède énormément de biens. En réalité, il ne possédait rien du tout. Excuse mon langage. Il faisait juste du branding. Il disait aux gens, vous pouvez utiliser mon nom, et il mettait Trump dessus, ce qui leur permettait d'augmenter considérablement leur loyer et lui touchait un pourcentage. Donc en ce moment, il est en train de tout estampiller de sa marque. C'est le président des États-Unis qui fait du branding. Pas en disant l'accord américain. Je veux dire, je pourrais comprendre. Tu vois, le plan de paix américain. D'accord, ça sonne bien. Tu vois, l'Amérique a fait ça, le Kennedy Center américain. D'accord, je peux accepter ça. L'Amérique, très bien. Mais lui, il se fiche de l'Amérique. Il ne se soucie pas de l'Amérique. Ce qui l'intéresse, c'est un culte de la personnalité. Littéralement, sous toutes ses formes, un culte de la personnalité. Et nous revenons maintenant à notre point de départ. Si les gens ne comprennent pas cela, ils sont trop stupides pour vivre. Si les Iraniens ne comprennent pas qu'ils ont affaire à un dictateur qui fonctionne comme un culte de la personnalité, alors ils n'ont pas affaire à un président américain. Aucun président américain n'agit de cette manière. Aucun président américain ne devrait agir de cette manière. Et espérons-le, après la fin de ce désastre, si nous survivons, aucun président américain n'agira plus ainsi. Le Congrès doit reprendre le contrôle. Mais c'est un culte de la personnalité. C'est un homme malade, un homme mentalement malade. Et les conséquences pourraient être graves, très graves. Il enferme l'Amérique dans des impasses avec sa bouche. Je veux dire partout. Le Groenland, je vais envahir le Groenland. Non, tu vas pas le faire. Et maintenant, il doit trouver une porte de sortie parce qu'il parle trop. Vous savez, l'Iran, regardez les Iraniens. Ils ont mis son bluff à nu sur tout. Vous allez vous rencontrer à Istanbul. Non, nous n'allons pas le faire. Vous avez entendu le porte-parole du département d'État quand on l'a confronté à cela? Nous n'avons jamais pensé que les Iraniens diraient non. Vraiment? Vous ne pensiez pas que les Iraniens diraient non? Vous pensez avoir un levier sur l'Iran? Vous pensez avoir le moindre levier sur l'Iran? Vous n'avez aucun levier sur l'Iran. Aucun. Le seul levier dont dispose l'Iran, c'est celui qu'il a sur lui-même. La responsabilité d'un gouvernement qui se soucie suffisamment de son peuple pour essayer d'éviter une guerre. Vous savez, les Iraniens auraient parfaitement le droit, en ce moment, d'effacer Israël de la surface de la Terre.
en invoquant la légitime défense préventive. L'article 51, la doctrine Caroline. L'Iran pourrait à l'heure actuelle justifier et s'en tirer en éliminant Israël, car Israël a proféré des menaces. L'Iran pourrait couler l'Abraham Lincoln et faire exploser toutes les installations américaines de la région en disant « nous en avons le droit ». Parce que Trump dit « je vais vous frapper, je vais vous bombarder, je me prépare à vous bombarder ». I'm bombing you. I'm getting ready to bomb you. Well, does Iran have to sit there and wait for the United States to bomb? Eh bien, l'Iran doit-il rester là à attendre que les États-Unis bombardent? L'imminence de la menace a été clairement établie par les déclarations du commandant en chef. Mais l'Iran ne fait pas cela. Pourquoi? Parce que l'Iran sait ceci. Ils infligeraient des dommages horribles à Israël et ils infligeraient des dommages horribles aux Américains. Mais des dommages horribles seraient également infligés au peuple iranien. Ainsi, le peuple iranien a la chance d'avoir un gouvernement qui se soucie suffisamment de lui pour ne pas l'impliquer dans une guerre qui peut être évitée en prétendant mener une diplomatie avec une nation qui ne sait même plus ce qu'est la diplomatie. Nous ne savons plus ce qu'est la diplomatie. Nous ne la pratiquons plus. We don't know what diplomacy is anymore. We don't practice it. Malheureusement, vous savez, le cas de l'Ukraine n'offre pas beaucoup d'espoir pour le peuple iranien, ni pour les négociateurs iraniens. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, les 2 interviews que le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov a récemment accordées à TV BRICS et à MTV, il dit littéralement que les négociations avec les États-Unis ne vont pas dans la bonne direction. Et ce sont les mêmes personnes qui vont négocier avec les Iraniens. With Goff and Kushner, same people, literally. Avec Goff et Kushner, littéralement les mêmes personnes. Mais en réalité, je dirais le contraire. Cela montre ce qui se passe quand on met quelqu'un au pied du mur. Vous savez, les États-Unis ne cessent de parler de faire ceci, de faire cela, encore et encore. Et la Russie dit, d'accord, mais nous allons continuer à attaquer. Je veux dire, bien sûr, vous faites la trêve énergétique. Très bien, on vous accorde 1 semaine. Puis, le week-end arrive, et il les écrase dans le sable. Tout le monde dit, regardez ce que fait la Russie. La Russie s'en moque. En fait, la Russie fera semblant de pratiquer la diplomatie, parce qu'au bout du compte, c'est un gouvernement responsable qui cherche des moyens viables de mettre fin à la guerre, selon des conditions acceptables pour la Russie. De la même manière, le gouvernement iranien cherche des conditions viables lui permettant d'éviter la guerre à des termes qui lui soient acceptables. Ils ne vont pas se rendre. La Russie a appelé le bluff américain sur toute la ligne. La Russie n'a rien cédé. Elle a cédé une seule fois, en Alaska. En Alaska, apparemment, selon Lavrov, ils se sont assis et ont avalé une pilule empoisonnée. Ils ont dit « Nous pensons que Trump est sérieux au sujet de la paix, donc nous allons accepter ces conditions. » Et je pense que certaines de ces conditions auraient été très politiquement difficiles pour Poutine si elles avaient été rendues publiques. Cela aurait pu impliquer le gel du front à Zaporizhia et à Kherson. Cela semble être la suggestion, ce qui aurait été difficile sur le plan constitutionnel. Mais la Russie, en tant que gouvernement responsable, a vu une occasion de mettre fin à une guerre qui tuait des Russes et de le faire d'une manière susceptible d'apporter une certaine stabilité. Cependant, il s'avère que les États-Unis ne sont pas du tout un partenaire de négociation sérieux. Dès que les Russes ont conclu cet accord, la première chose qui s'est produite, et Lavrov l'a dit, le groupe des Sept est arrivé, et Trump a commencé à renégocier ce qui avait déjà été convenu. Et les Russes ont réagi. Non, nous avions un accord, pas un marché. Nous avions un accord. Et maintenant, vous êtes en train de négocier. Vous voyez, c'est la différence entre un marché et un accord. Un marché ne veut rien dire. Un accord peut être réaménagé et tout ça. Un accord est un accord, clairement défini. Trump est de la partie. Et je pense que c'est une leçon difficile pour les Russes. Mais je sais aussi
que je ne serai probablement pas invité à retourner en Russie de sitôt. Mais je vais le dire, êtes-vous trop stupide pour vivre? Il a essayé de tuer votre président, et pourtant, vous êtes prêt à faire affaire avec lui. Je sais que vous devez le faire, mais quand allez-vous appeler un chat un chat? C'est la même chose avec le gouvernement iranien. S'il vous plaît, Iran, reconnaissez que Donald Trump a essayé de tuer le guide suprême, que Donald Trump a donné son feu vert à une attaque israélienne contre le guide suprême, qui s'appuyait sur des renseignements américains en juin dernier. Vous le savez. Nous le savons, mais vous faites semblant que cela n'est pas arrivé. Vous faites semblant de pouvoir traiter avec un homme qui a tenté de tuer votre guide suprême et votre président. Après tout, n'était-ce pas Patrushev qui a dû ramper hors d'un bâtiment bombardé? Il a dû sortir par une issue de secours parce qu'ils ont essayé de le tuer. Mon Dieu! Et pourtant, vous continuez à vous y rendre et à faire comme si vous rencontriez Jared Kushner, qui planifie et complote avec l'opposition pour remplacer votre gouvernement. Franchement, incroyable. Vous êtes un rage. Pensez-vous vraiment que vous allez rester ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement pro-américain du Shah? Non. Vous allez être tué, exécuté. Et pourtant, vous rencontrez l'homme qui prévoit de vous faire tuer et exécuter. C'est juste, c'est ahurissant. Et Witkoff, cet homme, c'est personne. Il est incapable de penser par lui-même. Tout ce que dit Witkoff n'a aucune importance. Son travail consiste à aller transmettre un message, en recevoir un autre et dire de jolies paroles. Ne croyez pas un mot des belles paroles de Steve Witkoff, car il n'a aucun pouvoir et il ne peut pas les soutenir. Il revient ici, à Washington, D.C., dit ces jolies paroles, et tout le monde répond « Non, 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 clic, 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 on change tout ». Et Witkoff dit « Oh non ». Normalement, on serait embarrassé. Je veux dire, si vous m'envoyiez en mission et que je restais là, que je recevais le message, que je transmettais celui du président, qu'on trouvait un accord, et que je disais très bien, je vais rapporter cela au président, je me battrais pour ça. Je me sacrifierais pour ça, parce que c'est la mission qu'on m'a confiée. Witkoff arrive, il n'y a pas de confrontation. Ah, tu vas annuler tout ce sur quoi je me suis mis d'accord? Très bien. Et puis, sans la moindre honte, il s'envole et recommence. À un moment donné, Vladimir Poutine doit bien être assis là, regardant Steve Witkoff franchir la porte, en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Je veux dire les Russes. Pourquoi traitez-vous Witkoff et Kushner avec le moindre respect? Je sais pourquoi. Parce que vous êtes des adultes responsables et que vous devez faire de la diplomatie. Mais à un moment, il faut bien se retourner et dire « Pas vous deux ». Sors d'ici, menteur et incompétent. Va-t'en. Nous ne voulons pas de toi. N'atterris pas. Ne passe pas. Commence. Ne touche pas $200. Direction la prison. Et les Iraniens doivent faire la même chose. Combien de temps allez-vous continuer à croire que Witkoff et Kushner sont des gens fiables, des partenaires de négociation fiables? Ils ne le sont pas. Franchement, c'est humiliant en tant qu'Américains de nous voir faire cela parce qu'ils sont des menteurs purs et simples. Jared Kushner n'est qu'un intrigant. Encore une fois, Iran, il complote pour renverser ton gouvernement tout en négociant avec ton gouvernement afin de créer des conditions qui, si tu les acceptes, rendraient plus facile le renversement de ton gouvernement. Tu ne comprends pas? C'est la même chose avec la Russie. Les États-Unis sous Trump ne veulent pas la paix avec la Russie. Laisse-moi te l'expliquer clairement. La politique, c'est le changement de régime. Vladimir Poutine n'est pas l'ami de Donald Trump. Vladimir Poutine est le président que Donald Trump veut renverser parce que Trump est redevable à un État profond qui affirme que Poutine est incompatible. Qu'une Russie dirigée par Poutine est incompatible avec la vision américaine du monde. Nous avons essayé de le tuer.
91 drones, utilisant des renseignements fournis par la CIA, ont été envoyés contre sa résidence pendant que Trump était au téléphone avec Vladimir Poutine. Mais ces faits sont balayés sous le tapis par les Iraniens, du moins publiquement, et ils sont également balayés sous le tapis par les Russes. Et quand on les cache ainsi, ce qui se passe, c'est qu'on crée une perception publique selon laquelle tout cela est normal, que c'est une diplomatie ordinaire entre Witkoff, Kushner et Narochi. Non, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Il n'y a aucune diplomatie là-dedans. Ils veulent ta mort. Ils essaient de négocier les conditions dans lesquelles tu mourras. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun résultat acceptable. Trump, c'est un menteur. Il le sait. Il l'a dit. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas le prendre au mot? Il l'a dit. Tu te souviens quand les manifestants étaient dans la rue? Le gouvernement iranien a perdu la confiance du peuple. Il n'a plus aucune légitimité. Nous devons chasser ces brutes du pouvoir. Le gouvernement iranien est horrible. Nous allons renverser cette théocratie illégitime. Nous ferons ceci, cela et le reste. Oh Steve, va parler à nos bons amis le gouvernement iranien. Nous avons besoin d'un accord. Si j'étais à la place des Iraniens, je dirais « Attendez une minute. Qui sommes-nous? Sommes-nous les méchants maintenant? Ou sommes-nous devenus les gentils? Et si nous sommes devenus les gentils, comment cela s'est-il produit? Et c'est la même chose avec les Russes. Witkoff, tu étais présent à la réunion quand la CIA a dit qu'elle allait envoyer des drones pour frapper Poutine. Et maintenant tu veux venir ici t'asseoir avec le président comme si cela n'était jamais arrivé. Comme si rien de tout cela ne s'était passé. Rubio est le conseiller à la sécurité nationale, pas seulement le secrétaire d'État. Rubio planifie les attaques contre la Russie et l'Iran, et pourtant il est censé être le chef de la diplomatie. Je suis désolé, j'aime mon pays, mais mon Dieu, si vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas. Mon pays est mon pays. Donald Trump n'est pas mon pays. Et il a cessé d'être président au moment où il a dit « Je suis un dictateur ». Vous vous souvenez du discours à Davos? « Je suis un dictateur ». Vous vous souvenez de l'interview qu'il a donnée au New York Times? « L'état de droit ne signifie rien pour moi, seulement mon propre sens de la moralité. » Donc, vous êtes un dictateur. Vous êtes un roi. Vous n'êtes pas un président américain. Et voici le fait. Le gouvernement à Washington, D.C. n'est pas un gouvernement américain. C'est un culte de la personnalité. Et personne n'a voté pour ça. Même si vous avez voté pour Donald Trump, vous n'avez pas voté pour un culte de la personnalité. Vous avez voté pour un président. Vous vous souvenez à quel point j'étais fier, comment le premier jour où il est arrivé, il a sorti des décrets « Je vais défendre la liberté d'expression. Je vais défendre... Je fais tout ce qui est constitutionnellement correct. » Boum, boum. Et je me suis dit « Waouh, peut-être que ce type a compris. Peut-être qu'il a appris quelque chose. Tout ça, c'est des conneries. C'est un mensonge. Tout ce que cet homme dit est un mensonge. Tout ce que cet homme fait est un mensonge. Et pourtant, il est le président américain. Non, il ne l'est pas. C'est un dictateur américain. Ce n'est pas un président américain, parce que le terme président est lié à la Constitution. Et il y a certaines choses qu'un président doit faire, dont l'une est de respecter la Constitution des États-Unis, l'État de droit. Exactement. Je me souviens de cette époque. Toi et moi espérions que Donald Trump ferait quelque chose de différent, et c'est tout. Oh, j'adore ça. Je ne peux pas lire vos commentaires, mais j'adore venir dans votre émission. Quand je dis que j'adore, eh bien oui, j'adore ton émission, Danny iPhone. Et même Garland Nixon est futé. J'ai eu des ennuis dans son émission. Elle ne m'invitera peut-être plus jamais, Sam Taptino, parce que j'ai lu les commentaires. Je ne devrais pas, mais parfois ils sont tellement stupides que je ne peux pas m'empêcher d'intervenir et tout ça. Mais bon sang, j'adore l'époque actuelle. Comme ce soir, je fais Ask the Inspector.
Et il y aura des gens qui diront « Tu as voté pour lui, tu as voté pour lui. » Oui, c'est vrai, 3 fois. Quelles étaient mes options? Hillary Clinton? Non. Joe Biden? Vous vous souvenez quand même que Joe Biden et moi ne nous aimons pas pour une raison. C'est un sac de fumier menteur. Et puis Kamala Harris voulait balancer une bombe nucléaire sur la Russie. Donc non, je n'ai pas voté. Mais tu sais, personne ne m'a proposé une meilleure option, parce qu'on n'est pas une démocratie. D'autres personnes ont choisi le président, tu vois? Mais ouais, ça ne veut pas dire que juste parce que j'ai voté pour lui, je dois être content et fermer ma gueule. Écoute, si le président fait quelque chose de bien, je serai le premier à dire « Waouh, c'est plutôt cool, j'aime bien ». Je n'ai pas pu dire ça dernièrement, parce qu'il ne fait rien de bien. Et maintenant, il fait des choses mauvaises, surtout des choses qui s'écartent des promesses qu'il nous avait faites en tant que candidat. Tu as le devoir et la responsabilité de le dénoncer. Et je n'ai pas besoin d'un soi-disant héros du clavier qui me dise « C'est toi qui l'as écrit ». Sans blague, Sherlock, je t'ai déjà dit que oui. Bref, ouais, à un moment, on avait de l'espoir. Je veux dire, vous savez, aussi optimiste qu'on puisse l'être quand on élit un homme avec le passé de Donald Trump comme président. Je veux dire, encore une fois, les gens oublient, en 2015, quand il s'est exprimé, et je méprise John McCain. Ma femme va me dire, ne parle pas en mal des morts. Alors je vais ravaler mes mots. Mais tout le monde sait que j'ai toujours dit, je déteste John McCain avec passion. Mais il a été prisonnier de guerre au Vietnam et il s'est comporté honorablement. Il aurait pu partir plus tôt, mais il ne l'a pas fait. Son père était le commandant de la flotte du Pacifique. Il aurait pu obtenir un arrangement pour être parmi les premiers à sortir ou être libéré plus tôt. Il ne l'a pas fait. Il est resté et il a été torturé. Et Donald Trump a dit, vous savez, les héros ne devraient pas être faits prisonniers. Eh bien, va te faire voir, Donnie. Qu'est-ce que tu as fait, toi, Monsieur Eprondos? Tu m'as snamti. Je veux dire, bon sang, si tu es vraiment le patriote que tu prétends être, tu aurais dû y aller, te faire limer ces éperons osseux. Tu vois, tu aurais dû faire quelque chose. Me donner des injections pour que je puisse passer ma visite médicale, n'importe quoi, n'importe quelle astuce pour y arriver, parce que tu veux servir ton pays. Tu sais, je ne me vante pas, mais quand je suis entré dans le corps des marines, je n'étais pas physiquement qualifié. En grandissant, en jouant au football au lycée et tout ça, j'ai eu plus d'os cassés que tu ne peux l'imaginer. J'ai eu un rein éclaté. J'avais des problèmes. Même à l'université, je suis resté paralysé pendant environ 1 semaine et demie en jouant au football. J'ai dû aller chercher un médecin prêt à signer cette dérogation, parce qu'aucun médecin près de FNM n'acceptait de le faire. Ils ont tous dit non. Alors, le corps des marines est venu me voir et m'a dit « Nous ne pouvons pas te nommer officier. Tu es cassé. » J'ai tout fait pour m'assurer d'être nommé. Je veux dire, je n'ai pas menti, je n'ai pas triché, mais j'ai tout tenté. J'ai fini par aller voir le colonel et lui ai dit « Si j'obtiens un PFT à 300, un score parfait, est-ce que vous laisserez ce corps cassé entrer ?» Et c'est ce qui l'a convaincu. Il a dit « D'accord, on fait un PFT tout de suite. » Et j'ai obtenu 300 au PFT. Cela veut dire que j'ai fait 20 tractions, 100 abdominaux en 1 minute et couru 3000 en moins de 18 minutes. J'ai dit 1729, exactement. Et ils ont répondu, si tu peux égaler le test physique du corps des marines, on te laisse entrer. Alors tu vois, je me considère comme un patriote. C'est ce que font les patriotes. Tu veux servir? Bon sang, fais-le. Fais en sorte que ça arrive. Donald Trump, petit bébé à l'épine osseuse. Rase ça, Donnie. Ampute ce fichu pied, tu as de l'argent, trouve un cadavre, greffe-toi un autre pied, fais quelque chose pour pouvoir aller au Vietnam et être un homme. Maintenant, Scott, tu les as un peu roulés, ces gens.
Tu sais, je comprends que le Vietnam était une mauvaise guerre. Je comprends qu'on n'aurait pas dû y être. Je comprends. Je parle d'un homme, il n'était pas un objecteur de conscience, il n'avait pas de principe. Il n'a pas pris position en disant « je ne ferai pas ça ». La moitié du temps où il était éligible pour y aller, nous ne savions même pas la moitié des crimes qui étaient commis. C'était une question en noir et blanc pour les Américains qui étaient confrontés. On vous disait, soit vous vous engagez et vous êtes un patriote, soit vous ne l'êtes pas. Il courait partout en allant dans une école militaire, portant un uniforme, se croyant monsieur quelqu'un, et il a échappé à la conscription comme tous les autres faucons de guerre pseudo-héros. Donald Trump avait une chance. Vous savez ce que John McCain n'a pas fait? Cet alcoolique, coureur de jupons de fils de pute, il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas enfui. Il est monté à bord d'un porte-avions, s'en est élancé et a effectué des missions de combat, peut-être avec incompétence, mais il l'a fait. Je ne suis pas un grand admirateur de John McCain, mais ce n'était pas un lâche. La dernière chose que John McCain était, c'était un lâche. Et que Donald Trump reste assis là à traiter John McCain de lâche parce qu'il a été abattu et fait prisonnier. Cela signifie simplement que Donald Trump est la lie de la Terre. Et il l'était. Il était la lie de la Terre en 2015, et il l'est encore aujourd'hui. Malheureusement, cette lie de la Terre a été désignée par le Parti républicain, et il se retrouvait face à Hillary Clinton, qui était, du moins à mes yeux, un problème bien pire que Donald Trump. Certaines personnes ne seraient pas d'accord. C'est ça, la beauté d'une démocratie. Mais ce n'est pas une démocratie, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas vraiment eu le choix de la personne pour qui nous votions. Vous savez, c'est toujours la même chose. Et puis souvenez-vous, quand il se battait dans cette affaire, il y avait un juge hispanique. Et il a dit, on ne peut pas avoir un juge hispanique. C'est un juge américain, espèce d'imbécile. Un juge américain qui connaît la loi mieux que toi, qui rend une décision juridique fondée sur la loi. Et parce que ça ne s'est pas passé comme Donald Trump le voulait, soudainement, c'est un mauvais juge parce qu'il est hispanique. Et c'est cet homme qu'on veut élire? C'est un commentaire ouvertement raciste, totalement raciste. Alors tout le monde est là dehors. Tu as voté pour lui. Quelles options avais-je? Héros, tu voulais que je vote pour Hillary Clinton? Impossible. Impossible. Tu voulais que je vote pour Joe Biden? Impossible. Kamala Harris? Impossible. Je ne dis pas que Trump est la meilleure chose qui soit arrivée depuis le pain tranché, mais à mon avis, il était meilleur que les 3 options qu'on nous proposait. Et j'étais plein d'espoir, tout comme toi. Je me souviens de ces jours-là. On se disait, waouh, ça pourrait être cool, ça pourrait être quelque chose de différent. Mais comme c'est un lâche, moralement et physiquement, il est incapable d'aller jusqu'au bout. C'est l'autre marque de fabrique d'un lâche. Il faut du courage pour dire « je vais faire quelque chose », puis le faire, surtout quand les gens commencent à s'y opposer. Parce que c'est à ce moment-là que tu découvres quel principe tu as. Quand tu tiens bon, tu découvres de quel cerveau tu disposes, et tu argumentes. Trump est incapable de participer à un débat sur aucun de ces sujets. Je pourrais débattre avec Donald Trump du programme nucléaire iranien, et tu verrais qu'en 10 secondes, il ne savait pas de quoi il parlait. Oh, tu sais, ils ont de grandes centrifugeuses aussi grandes que mes mains. Et tu sais, ensuite, enfin, je leur ai dit que je voulais un accord. Et tu sais, ils font tourner ces trucs. Et puis ils sont comme sous terre. Et tu sais, ils ne peuvent pas être sous terre. Et on va conclure un accord pour les faire sortir de terre. Nous allons les faire sortir de terre. Mon accord va les faire sortir de terre. Et ils vont arrêter de tourner, parce que ce sera un si bon accord, parce que je vais négocier. Et toi, tu es là, comme si tu ne savais pas de quoi tu parlais.
Tu ne sais rien à ce sujet, sur les technologies impliquées, sur l'histoire, sur les raisons pour lesquelles l'Iran a fait ce qu'il a fait, pourquoi l'Iran fait ce qu'il fait. Tu sais, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les présidents sachent cela. Mais il faut alors s'entourer de personnes qui le savent. Et lui, non. Les personnes qui conseillent le président sur ces questions sont juste des idéologues, tout simplement. Aucune connaissance, aucune expertise, rien. Sur le contrôle des armements, c'est tout un autre sujet dont nous ne devrions probablement pas parler aujourd'hui. Mais je veux dire, si nous n'avons pas encore compris qu'à Washington, D.C., toute personne affiliée à l'Arms Control Association devrait démissionner, c'est qu'elle a échoué. Toute personne qui se dit professeur d'études sur le désarmement, démissionnez. Vous avez échoué, parce que nous ne faisons pas de désarmement. Nous ne faisons pas de contrôle des armements. Nous promouvons la suprématie américaine et nous utilisons le contrôle des armements et le désarmement comme des instruments pour maintenir cette suprématie. Ce n'est pas cela, le contrôle des armements. Revenons à l'Iran, et c'est là que tout se relie. L'Iran est autorisé, en vertu de l'article 4 du traité sur la non-prolifération nucléaire, à avoir un programme d'énergie nucléaire à des fins pacifiques, incluant l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Rien de ce que fait l'Iran n'est illégal. Y compris d'ailleurs l'enrichissement de l'uranium à 60%, car on pourrait imaginer un scénario dans lequel, par exemple, l'Iran chercherait à développer des réacteurs militaires pour un sous-marin nucléaire. Je pense qu'on atteint là un niveau d'enrichissement correspondant à celui des réacteurs nucléaires. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas interdit. Donc, l'Iran n'a pas enfreint la loi. Mais pourquoi l'Iran se soumet-il à des accords de garantie et à des limitations de cette nature? Parce qu'il y avait un accord. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est un accord. Et cet accord stipule que les nations possédant des armes nucléaires seront les seules autorisées à en avoir, car nous reconnaissons les armes nucléaires comme un grand mal dont nous devons nous débarrasser. Et toutes les autres nations peuvent avoir accès à la technologie nucléaire, mais elles ne peuvent pas la militariser. Elles ne peuvent pas posséder d'armes. Nous avons des inspections pour nous en assurer, et il y a des conséquences si vous décidez d'y contrevenir. Mais les États dotés de l'arme nucléaire ne sont pas autorisés à en posséder indéfiniment. Il faut commencer à réduire progressivement. Allez lire le préambule du traité New Start qui vient d'expirer. Lisez le préambule. Il parle de la promesse de réduction, que ce traité prolonge l'engagement pris dans le cadre du traité sur la non-prolifération nucléaire, de commencer à diminuer le nombre d'armes nucléaires. Il poursuit cette promesse. Eh bien, aujourd'hui, c'est terminé. Et maintenant, nous voyons les États-Unis parler de recharger des ogives sur des missiles. Cela signifie que nous allons passer de 1550 à environ le double en quelques mois, parce que nous allons commencer à augmenter en faisant passer le Minuteman III d'1 à 3 et le Trident de 4 à 8. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons dans la mauvaise direction, ce qui signifie que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est un mensonge. Et ce que font les États-Unis, je ne blâme pas la Russie, je blâme les États-Unis, c'est affirmer que les armes nucléaires font partie intégrante de notre posture de sécurité nationale. Vous venez de légitimer les armes nucléaires pour tous les pays du monde. Dès que vous dites que les armes nucléaires font partie intégrante de notre posture de sécurité nationale, vous les avez légitimées pour tout le monde. Ce qui est bon pour l'un, l'est pour l'autre. Ce que nous devrions dire, c'est que nous avons hérité de la guerre froide, d'une posture de dissuasion nucléaire liée à celle d'autres nations. Par conséquent, nous travaillons de concert avec ces nations pour réduire le nombre d'armes nucléaires et nous éloigner progressivement de l'idée qu'elles constituent une expression légitime de la puissance militaire nationale.
Nous voulons atteindre le zéro nucléaire mondial. Le zéro mondial est l'objectif, et nous allons continuer à avancer dans cette direction. Ainsi, nous tenons la promesse faite dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Mais Donald Trump, selon moi, a tué le traité sur la non-prolifération nucléaire, en plus d'avoir tué le traité New START. New START est mort. Il ne reviendra pas. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est mort lui aussi. Regardez de quoi les gens parlent. L'Arabie saoudite aurait une arme nucléaire secrète. Je dois faire attention à ce que je dis, mais c'est quelque chose que l'on sait depuis longtemps, ou du moins fortement soupçonné sur la base de renseignements. L'idée, c'était qu'on n'en parle pas, tout comme on ne parle pas de l'arme israélienne. Ils en ont pas tant que ça. La Turquie est restée silencieuse quand on lui a demandé. Le ministre turc des Affaires étrangères est resté silencieux quand on lui a demandé « La Turquie va-t-elle développer une bombe nucléaire ?» Bien sûr que oui, la Turquie va développer une bombe nucléaire. Tout le monde va développer une bombe nucléaire. Merci, Donald Trump. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est un document dénué de sens aujourd'hui. En fait, tout traité signé par les États-Unis est un document dénué de sens. Nous violons tout. Le traité de l'espace extra-atmosphérique, nous sommes en train de le violer à l'heure actuelle. Il est censé interdire la militarisation de l'espace. Et pourtant, nous avons la Space Force, qui est la définition même de la militarisation de l'espace. C'est un moment honteux de l'histoire américaine. Vous savez que Dieu bénisse ces athlètes olympiques qui ont le courage de dire « Écoutez, j'aime mon pays, mais il y a beaucoup de choses dans mon pays qui ne me plaisent pas. » Oui, vous savez, être américain, c'est avoir la liberté d'expression. Vous en êtes arrivé là parce que vous êtes vraiment doué dans ce que vous faites. Mais quand tu mets ce drapeau sur ton épaule, ça ne veut pas dire que tu dois te taire. La liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Et je trouve ça très bien. Mais si on ne veut pas qu'ils disent certaines choses, alors pourquoi ne pas faire un meilleur pays? J'adore toujours cet argument, parce que ce qu'ils disent n'est pas faux. Ce qu'ils disent, c'est que nous avons des problèmes. Donc si j'étais le gouvernement, je dirais « Oui, nous avons des problèmes. » Hey, concentrez-vous sur le ski. Quand vous aurez fini, je mettrai en place une commission olympique où vous pourrez venir parce que vous représentez l'Amérique. Et cela s'accompagne de beaucoup de bagages. Les gens oublient ça. Vous êtes là-bas pour représenter le pays et quand vous montez sur le podium en tant qu'athlète américain, tout ce bagage vient avec vous. Minneapolis te suit. Les gens te regardent le drapeau et ils voient des agents de l'IC exécuter des Américains dans la rue. Et on est censé dire « Oh non, 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 rouge, blanc et bleu, bébé, tout va bien. » Baliverne, tu es un être humain qui réfléchit. Tu dis « Il y a des choses là-dedans qui ne me plaisent pas. » Bien sûr, dis-le. Tu es américain. Tu as le droit de le dire. Mais encore une fois, ce pays a cessé de fonctionner comme une république constitutionnelle. Il y a tellement de stupidité et d'ineptie sur les réseaux sociaux en ce moment. Les gens ne réfléchissent même pas à ce qu'ils tapent la moitié du temps. J'ai voté pour ça. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas voter pour violer la Constitution. Bref, on a déjà parlé trop longtemps. Oui. Merci beaucoup, Scott, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de te parler. C'est une très bonne discussion, à mon avis, sur toutes les questions concernant la Russie, l'Iran et les armes nucléaires. Merci beaucoup. Très bien, merci encore. Passe une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Toi,